Moi, je suis Marion Rentrebert et je suis artiste plasticienne et j'ai fondé l'association L'Envers des Pentes pour proposer à des artistes de faire des résidences en refuge et plus largement en milieu montagne. J'ai monté ça en 2018 et depuis, c'est vraiment mon quotidien. J'ai un peu mis de côté ma pratique en tant qu'artiste pour me focaliser vraiment là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux artistes de partir dans les écrins, découvrir ou, s'ils connaissent déjà, juste passer du temps là-haut et de faire croiser un peu différents milieux, quoi, que sont les milieux artistiques, milieux montagnards, qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer de cette manière. En parallèle d'être artiste, j'ai eu l'occasion de travailler un peu dans des refuges et donc d'y passer du temps. Donc plus de temps que ce que je propose là aux artistes, mais en étant là-haut, en fait, je me suis rendu compte que c'était des lieux vraiment riches sur plein de points de vue, quoi. À la fois humainement, mais aussi, en fait, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser là-haut, politiques, esthétiques, environnementales, sociales. En plus d'être des lieux isolés et riches aussi par leur situation géographique, et leur environnement, les paysages qu'il y a autour, etc. Mais voilà, c'est aussi des lieux où le fait d'être vraiment en promiscuité avec les gens de passage, avec les gardiens, etc., fait que c'est des rencontres très fortes et que tout est vécu de manière très forte aussi. Ce qui intéresse les artistes souvent, c'est que ça permet de déplacer un peu le travail, la manière les habitudes un peu d'organisation, de production, de recherche, etc. Là, comme c'est un cadre et un lieu qui n'est pas du tout fait pour ça, donc il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de matériel, on monte juste avec ce qu'on peut mettre dans son sac à dos. Et donc tout était à revoir aussi dans sa manière de réfléchir, d'aborder les choses et d'avancer dans son projet de recherche. C'est la recette Marie Gardon qui avait une vidéo sur les pains. Donc j'ai récolté la plupart des recettes qu'elle a. Vous allez voir que tout le propos, c'est bien toujours autour de la cuisette, aussi bien de matériaux que de personnes. Je m'appelle Lucie Malouki, j'ai 31 ans et j'habite dans le Finistère depuis quelques mois. Et j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon, que j'ai terminé en 2017. Et depuis, j'ai fait une formation de cuisine. Et là, je prends des cours d'arboristerie depuis 2 ans. C'est une école d'arboristerie des familles, donc c'est vraiment pas à visée pro, mais plus pour apprendre à se soigner soi-même et soigner son entourage. Donc ça me permet de réapprendre en fait des savoirs qui sont plus transmis dans les familles ou dans les entourages. Et enfin voilà, ce qui me permet de faire peut-être une transition par rapport au travail aussi, c'est que c'est ça qui m'intéresse, c'est de réapprendre des savoir-faire, des techniques, des artisanats, le travail qu'on apprenait de manière vernaculaire en fait, qui était un savoir vernaculaire et qui était transmis dans les familles, dans les régions, dans les villages, et que maintenant c'est des choses qu'on fait à notre place, qui sont des savoir-faire industriels et automatiques, qui ne sont pas du tout re-questionnés, et c'est ça que je questionne beaucoup. Le fait de prendre un sac à dos avec tout ce dont on a besoin et d'aller dans un endroit, de se rendre dans un endroit par la marche, j'ai dû être essentielle en fait dans mes choix d'outils. Et donc je savais que je voulais tailler du bois, c'est des choses que je faisais déjà un petit peu, que dans ma pratique quoi. Faire du crochet, teindre des cordes et des tissus. Donc j'ai ramené des bouts de tissu, de la corde, un crochet, 3 couteaux et c'était quand même déjà lourd dans mon sac, des vrilles, des petits trucs pour faire des trous. Et à partir de là, j'ai commencé à composer. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, je savais que je voulais goûter le paysage, que je voulais restituer un peu mes sensations par les sens, par l'odorat. Et à partir de là, c'était aussi la rencontre avec la gardienne, avec ce refuge. Et j'ai fait de la collecte. Et en fait, je suis revenue à la maison avec une sorte de collection, une sorte de cueillette que j'avais posée sur la table
Et à partir de là, j'ai fait des dessins, des formes que j'avais envie de proposer. Je savais que je voulais faire des sortes de séchoirs pour les plantes ou de ce qui était des socles en fait pour de la nourriture ou des choses qu'on allait sentir. Et ça, je fais pas ça du tout d'habitude. C'est que là, j'ai travaillé de manière empirique. Habituellement, je dessine et je fais ma forme. Et là, j'ai vraiment fait de l'assemblage. Donc j'ai dessiné de manière large la forme qui me semblait être juste. Et j'ai commencé à crocheter autour des tissus que j'avais teints sur place. Ensuite, j'ai cintré des branches pour en faire des sortes de tambours. Ensuite, il a fallu faire des pieds parce que j'ai pensé, en fait, je fonctionne beaucoup par contrainte et je savais qu'il fallait que ce soit transportable, démontable, que ça passe dans une valise pour que ça puisse être exposé 3 fois, que ce soit quand même assez solide pour pouvoir démonter, remonter 3 fois. Et donc, ça a fini par être l'installation qui est là. Et dans ce geste-là de réduire la soupe en poudre, ça m'a permis de la transporter aussi hyper facilement pour revenir et faire ces 3 sites d'exposition et de rendre d'expo de l'envers des pentes. J'ai présenté une installation en 7 temps. Donc 7 objets qui comptabilisent un peu les jours que j'ai passés dans le refuge. Et donc ces objets sont des outils pour amener l'odeur ou le goût jusqu'aux spectateurs et spectatrices. Et donc voilà, il y a aussi des objets en céramique que j'avais déjà fait qui sont un peu comme une sorte c'est ma cantine, quoi. C'est les objets que j'utilise fréquemment, qui sont nécessaires comme les outils. Et donc il y a une petite plaque de cuisson sur laquelle il y a de la soupe qui chauffe, qui est un peu l'introduction à toute cette installation, tout ce parcours. En fait, ce que je propose, c'est une promenade à travers les différents milieux que j'ai rencontrés autour du refuge, donc la forêt, la prairie et la montagne, et toute cette disparition du végétal, en fait, qui va d'arbres qui ont une hauteur certaine, qui deviennent buissons et qui finissent par disparaître, et les fleurs, pareil, qui sont plus denses en bas et qui finissent par être quasiment absentes. Antonin de Temple. Je travaille en ce moment, surtout depuis à peu près 4 ans, sur des questions environnementales et des relations qu'on a en tant qu'humain avec le non-humain, donc le vivant et l'inerte, et comment on vit en fait sur Terre en tant qu'humain, et comment on a un rapport avec l'environnement qui nous entoure. J'aurais jamais fait ça par moi-même, quoi. Et le format est super, de passer une semaine dans un refuge en haute montagne, comme ça, à vivre avec les autres, et puis dans cet environnement-là. Et c'est aussi le début d'un projet qui continue encore maintenant. Enfin, il y a eu plusieurs choses jusqu'à là, cette restitution. Et en fait, il y a encore des choses qui vont continuer parce que ça a amorcé vraiment tout un pan de recherche autour des refuges eux-mêmes, enfin des environnements clos, des environnements autonomes. Et donc la question du refuge, elle s'est vachement étendue sur l'échelle du refuge de haute montagne, mais à d'autres échelles de refuge, comme avec l'ISS, par exemple la station internationale, où il y a des gens qui vivent dessus et qui sont dans un environnement hostile à l'extérieur, donc il faut qu'il y ait des ressources qui soient bien gérées. Dans l'ISS, il y a aussi la planète Terre qui du coup est un peu un refuge dans le cosmos et où les équilibres de ce qu'on consomme, ce qu'on rejette doivent être stables pour que ça puisse perdurer dans le temps, quoi. Et du coup, je mets ces 3 strates-là, avec le refuge de haute montagne, la planète Terre, l'ISS, en triangulation. Je trouve des espèces de connivence là-dedans. Et donc ça m'amène encore une fois à questionner la manière dont on utilise les ressources, dont on a une pensée sur les énergies, sur ce qu'on consomme, ce qu'on rejette. Et puis voilà. En revenant du refuge,
en été, après à l'atelier, j'ai fabriqué une installation qui était un peu un laboratoire dans lequel j'ai testé des choses, j'ai fait des installations de connexion avec l'ISS, avec des panneaux solaires, travailler sur justement le soleil et la distribution des énergies, à travers un potager notamment, et comment je me suis occupé de potager avec de l'eau qui venait d'une fuite dans le plafond, qui me permettait d'arroser le potager, d'en prendre soin, de passer du temps là avec différentes choses qui se sont passées, il y a eu des dégustations de nourriture aussi. Et donc tout ça, je l'ai fini, ça a duré 3 mois, je l'ai détruit, je l'ai démonté en janvier. Et donc de là, j'avais envie de faire une édition pour garder une trace de ça. Et en même temps, ce qui est ici, c'est un peu des échos. Alors il y a cette dégustation de pickles, de légumes, qui fait écho à ce potager que j'ai fait. Et donc j'en parle en fait avec les gens parce que je sais que sur cet événement-là, je suis là, présent, donc je peux en parler. Et du coup, je raconte cette histoire-là et que comme on mange les légumes, et ben, c'est de l'énergie qui vient du soleil, qui a fait pousser les légumes, que nous on prend. Et donc ça me permet de parler de la suite aussi parce que là, c'est l'étape qui se termine sur j'ai mangé de légumes qui a pu grandir grâce au soleil. Maintenant, j'ai de l'énergie du soleil. Et donc la suite du projet, c'est que je vais redistribuer cette énergie-là dans un autre projet qui sera un voyage à vélo et sur lequel il y a des batteries qui sont vides et que je charge avec une dynamo. Donc le trajet que je vais faire, il y a une partie de l'énergie que je dépense pour voyager qui va être stockée en énergie électrique dans les batteries. Et ensuite, je vais rester ce stock d'énergie qui correspond à la distance et que je vais redistribuer dans autre chose. Plus tard, ça peut être un petit film ou juste une ampoule qui alimente une discussion, enfin non, qui fait que on peut être autour de cette ampoule, cette lumière pour discuter, pour passer un moment de vie. Puis quand il n'y a plus d'énergie, c'est fini. Et quand il n'y a plus d'électricité, ça s'éteint, c'est fini. Et donc ça questionne encore la suite de ça. C'est un peu une ouverture. Et puis c'est une petite imprimante de ticket de caisse qui imprime les données météo que je récupère en temps réel, qui sont à la station météo du refuge où j'étais. Et du coup, c'est une espèce de météo, pas qui prédit ce qui va arriver, mais qui nous montre ce qui est en train de se passer maintenant et qui écrit du coup, on voit ce qui s'est passé avant. C'est un peu une météo à l'envers. Ça fait une espèce de graphique comme ça. Donc c'est un peu 3 objets qui sont en lien avec mes réflexions du refuge, qui sont un peu peut-être pas connectés directement les uns les autres, mais qui circulent quand même. Du coup, c'est un peu des objets comme ça qui marquent un moment aussi de réflexion. Puis en fait, ça avance, ça va évoluer. Puis il y aura d'autres choses après. Je m'appelle Raphaël Peria. Donc moi, je me définis en tant qu'artiste plasticienne parce que dans mon travail, je vais utiliser la photographie au départ, mais c'est vraiment plutôt un médium. Je me définis pas comme photographe. C'est pas la photographie qui va m'intéresser en soi, mais c'est l'image et le support sur laquelle je vais la transférer et que je vais retravailler après par une technique que j'appelle le grattage, plutôt une technique que j'associerais à du dessin, en venant gratter la surface soit du papier photographique, soit du support sur lequel j'ai transféré, pour venir le mettre en relief tout en effaçant l'image de départ. Vraiment, moi, la montagne, je la connaissais qu'en hiver. Genre, je suis toujours allée au ski à la montagne, mais du coup, c'était vraiment une semaine de vacances par an, on va dire. Avec un côté assez immensité et très blanc justement, ou comme moi quand je regarde je vais toujours au blanc. J'avais fait une petite série justement de photos de montagne, mais après je crois qu'il n'y avait pas grand chose à y faire, et l'envers des pentes, ça m'a permis de découvrir la montagne en été, ce que j'avais jamais découvert, et où là c'était un rapport complètement différent avec toutes les plantes qui poussent, les roches que du coup on ne voit pas quand il y a la neige, et
Et j'ai trop envie d'y retourner en été. Enfin, vraiment ce côté randonnée, balade. Et en plus, moi, dans mon travail, il y a tout ce côté marche qui est très important, de parcourir le paysage. Et en montagne, on est vraiment seul face au paysage pendant des longues heures dans des étendues qui, pour le coup, vont changer très rapidement. Le paysage change très très vite en montagne. Et les lumières aussi, pour la photo. Et du coup, ça a été une vraie découverte. Je suis toujours dans l'étude un peu des fleurs en voie de disparition, de ce genre de choses. Et sauf que, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai pris plein de photos de fleurs, mais que je me suis surtout retrouvée à dessiner des cailloux et des rochers, ce que je n'ai pas fait avant. Et ça m'a aussi amené une nouvelle série en fait, complètement différente de mon travail de grattage sur photo, où je suis venue faire prendre l'empreinte du lit de la rivière, même la rivière avec des feuilles de papier que je trempais dans la rivière, où je les ressortais. Et en fait, il y avait des traces de schiste qui restaient sur la feuille et que je reprenais en photo. En fait, j'ai fait tout un relevé géographique en fait, de la rivière qui était à côté du refuge. Ce que je n'avais pas du tout prévu de faire. Voilà, mais qui m'a donné une nouvelle série de travail qui, pour moi, est pareil du dessin. En fait, à base, c'est vraiment une empreinte, donc le côté dessin. Mais ce qui reste, c'est juste une photographie du dessin qui, lui, s'est effacé. Parce que le schiste, une fois qu'il sèche, en fait, il redevient poussière et il repart de la feuille. Ce travail, il a commencé où moi, je me servais de l'eau normalement pour juste humidifier mes feuilles pour faire des dessins à l'encre, ce qu'on appelle des dessins en technique humide. Et c'est en posant les feuilles au fond de la rivière et en les maintenant avec des cailloux pour qu'elles restent longtemps et qu'elles s'imbibent, qu'une fois que j'ai retiré la feuille, je me suis rendu compte que le paysage, il venait s'imprimer de lui-même. Et que du coup, j'avais plus besoin de le dessiner. En fait, il venait se dessiner tout seul. Et que là, le geste photographique servait de trace en fait, à ça, de documentation. Et du coup, ça a eu une autre incidence pour moi sur mon rapport au dessin et également sur mon rapport à la photo. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore une influence sur comment je regarde ce qu'il y a autour, et il m'arrive de venir faire des empreintes de rochers, des choses comme ça que je ne faisais pas du tout avant. Je m'appelle Sarah Feuillas, je suis artiste plasticienne. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Paris et aujourd'hui je suis dunkerquoise. Et j'ai un atelier à Fructose où je réalise de la sculpture et de la photographie. Je viens parfois à mêler les deux, comme si la photographie était une sorte de châssis dont les sculptures en seraient extraites et ce serait comme une 2D augmentée. Je pense que je me suis retrouvée dans un refuge parce que la question de l'exil, elle est propre à ma pratique. Si j'ai choisi de m'installer à Dunkerque, c'est aussi par une volonté d'exil et de me retrouver sur un territoire qui a été démoli, qui a été reconstruit, là où la nature a une part importante. Et en même temps, l'habitat humain s'installe aussi sur un terrain qui n'est pas simple. Et je pense que le refuge, il a aussi des similitudes. Le refuge de la Selle, il est agrippé à flanc de montagne, en déport de la montagne, donc dans le vide, et soutenu par des pilotis. Et en fait, il se trouve vraiment au bout du chemin, et lorsqu'on lève la tête, on aperçoit le refuge qui est entouré d'un cirque glaciaire. C'est un paysage complètement lunaire et c'était une expérience absolument incroyable, à la fois de solitude et en même temps d'enfermement, parce que la manière dont je le percevais, moi, c'était comme une enclave dans ce cirque glaciaire. Les voies possibles, c'était des voies d'alpinisme majoritairement, et je ne suis pas alpiniste. Du coup, c'était les autres qui me racontaient ce qu'ils voyaient, la manière dont ils percevaient le paysage, et dont ils me rapportaient des images. Et par eux, j'apprenais aussi les chemins de sortie. Je les observais sur le pont du refuge aux jumelles, et en fait je les regardais gravir la montagne, et je comprenais du coup les chemins qui sont des chemins de sortie. Et je le voyais plus comme une enclave, mais
Mais néanmoins, il y avait un sentiment assez troublant d'un paysage en déclin. Ces alpinistes qui traversaient les sommets, en arrivant au refuge, portaient un regard assez déplorable sur l'état de la montagne et notamment des glaciers. Et moi qui aussi le constatais, mais qui n'est pas du tout habitué à vivre dans les montagnes, c'est par leur regard en fait que je mesurais la gravité de la situation. Et c'est ce qui m'a amené à réaliser la photographie du multiple de cette montagne avec ce glacier au centre et de ce filet de macramé que j'ai redessiné, mais c'est aussi ce que j'ai réalisé durant le refuge, un filet qui soit comme un filet de protection pour une possible chute, et à la fois parce que ce refuge est à moitié dans le vide, mais aussi comme une vaine tentative de contenir la montagne et son bouleversement. Je suis Théophile Péris, je suis sorti des Beaux-Arts depuis 2 ans. Depuis ce temps, je me déplace de lieu de résidence à d'autres lieux de résidence, et puis je suis vraiment tout le temps en déplacement. Je bouge beaucoup en train, en autostop, et j'alterne entre des moments où je suis en ville et des moments où je suis dans des environnements plus ruraux, quoi. J'ai un peu commencé mon travail, enfin je considère il y a un point de départ un peu sérieux dans mon travail, c'est à partir d'une expérience d'un job d'été que j'ai fait, c'était en 2017 ou en 2018, je ne sais plus. En fait, j'avais gardé un troupeau de brebis dans les Alpes. Et en fait, là-bas, pour apprendre ce qui se passait, j'ai été obligé d'observer ce qui se passait autour de moi. Et notamment donc, les animaux, les humains et le paysage. J'ai prélevé pendant cette expérience quelques éléments, donc de la laine, du bois, des empreintes, des relevés d'empreintes en plâtre, des os aussi. Et après, quand je suis retourné dans un atelier, j'ai pris ces éléments et je me suis dit comment parler de l'expérience forte que j'ai vécue avec ces matières et ces objets par des formes sculpturales. J'étais au refuge du Pré La Chaumette, donc je considère que c'était ma base. Et autour du refuge, il y avait le ruisseau qui passait, puis j'ai commencé à explorer vraiment les environs du refuge. Et puis en fait, il y avait une cabane d'une bergère et d'un berger qui était juste à côté. Et à un moment, le berger était en train de réparer un captage d'eau dans le ruisseau pour abreuver les brebis. Et à ce moment-là, j'en ai profité qu'il soit dehors pour aller discuter avec lui. On a un peu discuté, on s'est présenté, on s'est rencontrés. Et puis après, il m'a invité à sa cabane. Et puis j'ai rencontré la bergère aussi, avec qui j'ai discuté. Et puis au fur et à mesure, en observant un peu, j'ai vu qu'il y avait des matériaux un peu rebus comme une sorte de... moi j'appelle ça un peu des dépotoirs ruraux, c'est-à-dire des sortes... C'est un peu le principe de la friche mais à la campagne, et donc là à la montagne. Et il y avait plein de planches de bois un peu dans la terre, et j'ai demandé si je pouvais en prélever quelques-unes. Donc en fait,
là, dans mon exploration, j'ai exploré aussi les ressources que je pouvais trouver. Et donc, il y avait ces vieilles mangeoires en bois de mélèze. Et c'est avec ça que c'était les premiers éléments de la luge que j'ai fabriqué sur place. Et ensuite, il y avait un vieux tuyau de poêle en fer. Pareil, j'ai récupéré pour faire le ferrage de la luge sur les patins. Et après, pendant les balades aussi que j'ai fait autour du refuge, donc comme je disais, je ne suis pas allé vraiment en haut, mais je montais à un certain niveau et puis j'ai essayé de faire le tour du vallon à une certaine hauteur. Puis je l'ai fait en bas, un peu au milieu et puis un petit peu plus haut aussi. Et là, pendant ces marches, je pensais aux animaux, j'essayais de les observer, enfin j'en ai vu quelques-uns, tout ça, et puis aux vautours et aux charognards, et je pensais à cet oiseau qui s'appelle le gypaète barbu. Et en fait, c'est un oiseau qui se nourrit d'ossements. Et il avale des os entiers qu'il gobe, et puis avec ses sucs digestifs, il les digère et il transforme ça en énergie pour voler, c'est sa ressource principale. Je me suis intéressé à lui parce qu'il avait disparu, donc il était présent avant, et moi je trouvais des carcasses d'animaux pendant mes balades, avec donc, les ossements, et je me suis dit si je les trouve c'est un peu parce qu'il a disparu, parce qu'il ne va pas manger, vu que c'est le dernier maillon de la chaîne, il passe après les vautours, après les renards, tout ça, il va manger les os, il fait vraiment le dernier travail de nettoyage. Là je trouvais les carcasses, donc je considère que je pouvais les prélever aussi et m'en servir comme ressource. Et en fait, quand il n'arrive pas à les gober, il vole et il les lance depuis le ciel, depuis 50, 100 mètres, et les os s'éclatent en fragments. Et là, il peut manger les fragments d'os. Et moi, je me mettais un peu dans la peau du gypaète et je ramassais les os que j'ai ensuite travaillé sur place pour en faire des plaquettes que j'ai incrustées dans la luge. Alors j'ai fait une luge parce que je suis monté dans cette résidence en me disant que je voulais faire une descente de luge filmée sur un névé. Mais l'été dernier, il y a eu la sécheresse et en juin, tous les névés avaient fondu, il restait presque rien parce que le refuge où j'étais était assez bas. Donc j'ai pas pu faire cette descente de luge, mais je m'en suis servi quand même pour descendre mon sac à dos, et puis ensuite je suis allé j'ai fait de l'autostop avec, et puis après du TER pour la ramener jusqu'à chez moi où j'ai poursuivi le travail de marqueterie.